Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Gilbert Thuénon. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, vous êtes porte-parole du gouvernement, en charge notamment des transports et de la fiscalité. Vous êtes aussi premier vice-président de l'Union calédonienne et en charge de sa campagne référendaire. Et puis, vous êtes également, tout le monde le sait, maire de Canala. Autant de raisons de vous recevoir aujourd'hui avec de nombreux sujets d'actualité. Et en premier lieu, bien sûr, c'est ce qui préoccupe d'abord les Calédoniens aujourd'hui, la crise sanitaire. Alors, vous étiez membre du 16e gouvernement, vous avez déjà vécu à ce titre les 2 premiers confinements. Cette crise-là, elle est d'une autre nature. Comment la vivez-vous ? Est-ce que vous vous attendiez au choc que vivent un peu les Calédoniens ? Ah oui, tout à fait. Bonjour d'abord aux auditeurs de ARB, puis merci pour cette invitation. La première chose qui était à noter, c'est que les 2 premiers confinements, nous l'avons fait en situation de Covid-free. Cette fois-ci, le confinement était dû au fait que la maladie était présente parmi nous. Et le 17e gouvernement a dû réagir vite et puis prendre des dispositions encore plus fortes que celles qui étaient prises avant, à savoir cette interdiction de circuler, les dispositions habituelles que tous les Calédoniens connaissent maintenant. En plus de ça, il y a eu le couvre-feu. Voilà. Et puis cette obligation vaccinale parce que aujourd'hui on sait que le meilleur moyen de se protéger contre la maladie, c'est bien de se faire vacciner. Un petit détail sur cette question-là, quand le Covid est apparu il y a 1 an et demi, en mars 2020, le gouvernement, le 16e gouvernement, on se disait, pourvu qu'on évite quelque chose, quoi. Et ce quelque chose qu'on en entendait, c'est les médecins, c'est les experts qui nous le disaient, c'était bien évidemment soit un traitement, soit un médicament, soit un vaccin. Un vaccin pour pouvoir protéger notre population. Et on savait aussi que, et puis ça c'est les médecins qui le disaient, à cette époque-là déjà, qu'en tout état de cause, les Calédoniens, comme le monde entier, il va falloir vivre avec le Covid-19, ce qui est le cas aujourd'hui. Avec le recul, justement, est-ce qu'il n'est pas dommage de ne pas avoir réussi à obtenir un taux de vaccination plus important, avoir convaincu les Calédoniens de se faire vacciner avant que le virus arrive, puisqu'on savait que le Covid-free ne durerait pas ? Oui, c'est sûr que peut-être qu'on aurait dû accélérer, la vaccination de proximité en quelque sorte, parce que c'est ça qui a pêché à un moment donné. Mais il y a aussi le fait que nous étions en situation Covid-free, donc on voyait pas trop l'importance les uns et les autres de se faire vacciner. Sauf que quand la maladie est rentrée, il a fallu se précipiter, comme d'habitude. Mais ça, c'est nous dans le pays, nous sommes comme ça, on change pas les Calédoniens, voilà. Mais le message important aujourd'hui, c'est que il faut se faire vacciner, il faut respecter les gestes barrières et surtout, il faut respecter les consignes qui vont être données. Et le président du gouvernement sera amené cet après-midi à faire des annonces s'agissant de la suite du confinement. On parle éventuellement d'un durcissement, d'un confinement plus strict que le confinement adapté qu'on vit depuis 1 semaine. Vous pouvez déjà nous le confirmer ou c'est trop tôt ? Vous laissez la primeur au président ? C'est une question de réajustement. Moi-même, en charge du transport, on avait commencé à regarder si il fallait faire redémarrer petit à petit le réseau. On s'est rendu compte ces derniers temps, et mercredi notamment, que les indicateurs que nous surveillons ne sont pas favorables à une reprise. Voilà, parce que 1, la vaccination ne va pas assez vite. 2, le taux d'incidence est encore trop élevé, aux alentours de 330, 340, alors que on est tranquille à 50. Et puis surtout, c'est les malades au CHT Gaston-Bourré, au Médipôle, il y a trop de personnes en réanimation, et puis dans les lits dédiés au Covid là-bas à l'hôpital. Alors vous le disiez, la vaccination obligatoire a été décidée en Nouvelle-Calédonie, c'est même un peu une exception. Enfin, en tout cas, il y a peu d'endroits au monde où la vaccination soit obligatoire. Ça rentre en vigueur le 31 octobre, c'est dans 15 jours maintenant. On sent qu'elle est contestée, que ça ne fait pas l'unanimité. Il y a des professions qui sont obligées d'être vaccinées et les salariés traînent les pieds. Comment est-ce qu'on va mettre ça en œuvre ? Est-ce qu'il faut des sanctions ? Est-ce qu'il faut voir des licenciements, des sanctions économiques ? Comment vous voyez les choses ?
Peut-être, Elisabeth, rappeler à nos auditeurs qu'au début, cette question de vaccination obligatoire, elle est venue au moment où on s'offusquait du fait que le tribunal avait libéré des personnes en quatorzaine, qui étaient en quatorzaine, à la suite de leur recours. Et donc, on avait évoqué cette idée de, de faire de telle sorte que toutes les personnes qui rentrent en Nouvelle-Calédonie sont obligatoirement vaccinées. On a voulu mettre cette obligation-là. Sur à quoi le gouvernement parisien nous a répondu: on peut pas mettre cette disposition-là si vous-même en Nouvelle-Calédonie, vous n'avez pas cette obligation vaccinale. Donc, de fil en aiguille, on a mis les choses en route. Et le premier objectif du gouvernement, c'était de protéger les personnes qui étaient en frontal avec à la maladie. Donc, ça, nos frontières, le personnel soignant, ceux qui étaient qui avaient des professions qui les mettaient en péril face à la maladie. Et du coup, du fil en aiguille, on s'est dit, la meilleure façon de protéger la population calédonienne, c'est de les obliger à se faire vacciner. Et puis, on sait que il y a toujours des récalcitrants, il y a toujours des gens qui pensent autrement. Ça, c'est peut-être le principe même d'un pays démocrate. Mais en tout état de cause, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'ensemble de la classe politique calédonienne, les indépendantistes comme les indépendantistes, les non-indépendantistes, nous avons voté à l'unanimité l'obligation vaccinale au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. La deuxième chose que je dois dire, c'est que la grande majorité du corps médical, vous prenez les 800 et quelques médecins qui sont dans notre pays, tous disent qu'il faut se faire vacciner, sauf peut-être un ou voire deux. Voilà. Donc, il faut faire la part des choses dans ces histoires-là, et puis faire confiance. Alors là, je veux dire, le gouvernement, comme les présidents de province, comme les médecins, le corps médical dans son ensemble, on n'a pas intérêt à proposer quelque chose aux Calédoniens si on était sûr ou on avait des risques que c'était pas la bonne décision. Il y a des réticences. Est-ce qu'il y a plus de réticences en milieu océanien? Est-ce que à Canada, par exemple, vos administrés disent quoi? Ils se font vacciner? Il y a un taux de vaccination important déjà ou non? Oh, le Canada, ça va. On a un très bon taux de vaccination. Puis comme partout ailleurs, il y a des gens qui remettent en doute encore le bien fondé du vaccin. Mais il faut qu'ils se posent la question, parce que je veux dire, c'est pas la première fois qu'il y a qu'il y a une obligation vaccinale. Il y a plein d'autres vaccins qui sont obligatoires, puis ça ne fait pas l'objet d'un simple débat, de débat. L'autre chose, c'est que on nous indique que bientôt le traitement sera disponible. Donc je pose la question, peut-être ces gens-là ne voudront pas se faire traiter par ce nouveau médicament qui va arriver peut-être en novembre, décembre, là. Non, je crois que il faut sortir de ces débats qui sont inutiles pour le pays. Simplement se dire que peut-être que le fait que l'information, la circulation circule très facilement aujourd'hui dans notre pays comme dans le monde, tout le monde a un avis sur le chien écrasé du coin, comme sur ces grands sujets scientifiques. Mais c'est avec humilité que le gouvernement a proposé cette obligation vaccinale, parce que en pesant le pour et le contre, en regardant un peu les analyses, en regardant un peu les descriptions scientifiques et tout ce qui s'ensuit, on s'est dit, ça vaut la chandelle, ça vaut le coup de mettre cette obligation-là. Alors c'est un peu le pendant de la vaccination obligatoire, le pass sanitaire qui a été créé. Est-ce qu'il doit être exigé dans davantage d'endroits? Est-ce qu'il faut rester souple? Moi, je ne fais pas un focus particulier sur le pass sanitaire. C'est pas une incitation à la vaccination quand même? Mais c'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt de dire qu'il y a certaines activités où on a intérêt d'être vacciné pour y avoir droit. Je veux dire, si vous êtes vacciné, c'est mieux pour voyager, par exemple. Si vous êtes vacciné, c'est mieux quand vous allez au restaurant, quand vous allez faire des choses, c'est mieux. Donc du coup, faut justifier de ce schéma vaccinal complet. Et le pass est un moyen, un facilitateur pour justifier du fait qu'on est vacciné, c'est tout. Voilà, donc aujourd'hui on va rentrer encore dans notre débat, passe ou pas passe. Mais non, la question ne c'est pas passe ou pas passe. La question elle est vacciné, es-tu vacciné, oui ou non? Donc si tu es vacciné, prouve que tu es vacciné. Donc tu as ton certificat de vaccination et tu as aussi cet outil qui est un outil informatique avant tout et qui facilite la vie des Calédoniens, parce qu'il suffit de présenter son téléphone et puis voilà, on justifie qu'on est vacciné. Voilà. Alors est-ce qu'il faut ce pass sanitaire pour les transports? Je rappelle que c'est l'un des secteurs dont vous avez la charge au sein du gouvernement depuis longtemps d'ailleurs. Alors est-ce qu'il le faut déjà
C'est le cas pour le Betty-Chose, c'est le cas pour les Volercal. Est-ce que ça doit l'être pour les bus, par exemple? Très concrètement, c'est ce que nous préconisent les experts. Très concrètement, c'est que nous préconisent les experts. Moi, j'avais souhaité qu'il n'y ait pas de passe sanitaire dans les transports, mais simplement que les gens puissent... et là encore, on en revient à passe ou pas passe, non. C'est simplement le fait de dire que les gens qui prennent ces transports collectifs-là, il faut qu'ils s'assurent de ne pas être des vecteurs de la maladie. Il faut qu'ils s'assurent qu'ils ne peuvent pas tomber malades quand ils prennent les transports, que ce soit l'avion, le bateau ou le bus. Donc on sera obligé, quelque part, pendant la crise, je dis bien pendant la crise, pendant cette période de confinement adapté, de dire à ceux qui veulent prendre l'avion, qui veulent prendre le bateau, qui veulent prendre le bus, il faut présenter une justification de vaccination. Donc, quelque part, le pass sanitaire est appelé à être demandé. Mais une fois que ça sera sorti de cette situation-là, il faudra que nous, Calédoniens, on s'arrange pour ne pas être des propagateurs de ce virus-là. Donc, le débat va devoir être tranché. Moi, je suis quelqu'un de prudent par nature. Il faut se donner tous les moyens pour éviter que cette maladie frappe encore plus les Calédoniens. Je vous rappelle qu'on est bientôt à 250 morts, donc c'est pas possible ça. Donc il faut trouver tous les moyens pour qu'ensemble on s'en sorte de cette grosse crise sanitaire qui nous touche, quoi. Pour rester dans les transports et dans les bus, il y a eu un faux départ des bus rail. C'était pourquoi? Parce que le protocole n'est pas encore prêt, mais parce qu'il y a un besoin quand même de voyager. Ils sont quand même très utilisés, ces bus. Et les bus sont très très utilisés, mais oui, il y a eu un petit défaut à l'allumage, on va dire. Voilà. Donc avec le directeur du SMTI, on a rattrapé le coup et puis voilà, on est dans l'idée que parce que les indicateurs, on parle souvent d'indicateurs au niveau du gouvernement. Et il y a un certain nombre d'indicateurs internationaux maintenant qui indiquent que c'est où les coins, les endroits, les activités où on a plus de chances d'attraper la maladie. Et le transport en fait partie. Comme les cérémonies, comme les cultes religieux, comme les regroupements familiaux. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention à ces endroits-là où on a des chances d'attraper la maladie et surtout de propager la maladie. Donc vous allez faire un protocole très strict, notamment pour le transport routier, on imagine. Pour le moment, le transport routier est arrêté. Le transport aérien est arrêté. Et le transport maritime est arrêté. On le fait simplement sous dérogation aujourd'hui, avec tout le protocole qui va bien derrière. Alors justement, vous parliez du transport maritime et aérien. Comment s'organise la desserte des îles? Pour l'instant, il n'y en a pas, mais on a l'impression... C'était le cas pour les 2 premiers confinements déjà, que ce sont les coutumiers qui définissent la règle du jeu. Ça se fait comment? C'est en concertation avec vous ou ils vous mettent devant le fait accompli? Non, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que les transports domestiques aériens et maritimes sont arrêtés. Voilà, ça c'est la règle, ça. Les rotations, qu'ils soient Aircal, voire le Betty-Chose, se font à la demande. Et donc, dans ce cas-là, obligatoirement, quand on organise un transport, que ce soit vers l'île des Pins, vers Bélep, vers Marais, Lifou ou Ouvéa, on demande l'avis des cellules de crise communaux. Et dans ces cellules de crise communaux, que ce soit Marais, Ouvéa, Lifou et l'île des Pins, les coutumiers sont bien présents. C'est normal parce que nous sommes en présence de chefferies sur place et puis leur avis compte sur la question. Mais quand tout le monde est d'accord, on a fait des opérations, que ce soit vers Marais ou Lifou, et puis on attend parce qu'on va devoir faire sur l'île des Pins et puis sur Ouvéa aussi. Et c'est tout naturellement que les choses s'organisent entre toutes les autorités. Donc, se font en concertation. Que ce soit administrative, politique ou coutumière. Mais pour moi, c'est une démarche qui me paraît normale, quoi. Concernant l'espace aérien international, est-ce qu'il faut reprendre les vols maintenant que le virus est présent, avec l'obligation vaccinale pour les personnes qui entrent en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'il faut continuer à fermer l'espace aérien ou est-ce qu'il faut l'ouvrir? C'est une décision que vous prenez conjointement avec l'État, Non, la décision que le gouvernement a prise très récemment, c'est d'une part de consolider le SAS sanitaire.
Voilà. Et donc nous allons travailler la semaine prochaine pour la consolidation des stades sanitaires, parce que c'est pas tout de sortir nos pays de la crise, là, de la circulation du virus, mais il faut surtout éviter qu'elle revienne. Donc autant on est sur une double contrainte, à savoir protéger la population calédonienne et puis faire de telle sorte que la vie reprenne petit à petit. Donc dans ce cadre-là, on a d'ores et déjà augmenté les rotations avec Paris pour passer de 2 par semaine à 3 par semaine. Parce qu'on était très tendu, notamment sur le fret et le fret médical notamment. Parce que il y a beaucoup de personnes qui voyagent en ce moment, notamment le personnel d'État. Et puis voilà, il fallait s'occuper de ça. Mais l'enjeu pour nous, c'est de consolider le SAS sanitaire, qui consiste à dire que les gens qui viennent en Nouvelle-Calédonie, il faut qu'ils soient vaccinés et il faut qu'ils prouvent qu'ils sont pas porteurs du virus. Donc c'est la question de test PCR 72 heures au départ. Puis une fois qu'on est ici, la suppression du confinement à l'hôtel, c'est acté ça. Donc le confinement à domicile. Mais maintenant, il faut qu'on s'organise pour qu'il y ait une obligation au bout de 7 jours de septaine, là, de prouver par un test PCR qu'on n'est pas porteur du Covid-19. D'accord, donc isolement à domicile pour les gens qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas d'endroit où aller, on maintiendra des confinements à l'hôtel éventuellement. Bien sûr. On adaptera les choses. Bien sûr. Vous êtes aussi, je disais, en charge de la fiscalité, Gilbert Thuénon, sujet, dossier énorme. On a l'impression en plus que, avec la mise en place retardée du gouvernement, avec la crise sanitaire, est-ce que vous avez eu le temps de travailler sur ces sujets ? Bien sûr. Vous en êtes bien où ? sûr. Ouais, je disais en souriant un peu au gouvernement et qu'il faut reprendre vie. Et reprendre vie, c'est-à-dire de reprendre rapidement les dossiers qui sont du gouvernement. Et la fiscalité, c'est un gros sujet, et puis ça en fait partie. Donc, nous, on a travaillé pour proposer, avant la fin de ce mois-ci, un plan triennal sur la question de la fiscalité. Ce plan triennal va prendre en compte les préconisations de l'État sur l'annexe 6, notamment sur la question de la... Celles qui sont liées à l'emprunt sur de l'AFD. Sur la rationalisation des dépenses fiscales, sur le fait qu'il faut améliorer le rendement de certains impôts et taxes, et enfin sur l'idée de créer certaines recettes nouvelles pour notre pays. Mais ça, on va l'intégrer dans un plan global. Le plan global, c'est bien sûr en la pérennisation des recettes fiscales du pays, parce qu'on a besoin d'argent pour les comptes sociaux, mais aussi pour les comptes publics. Comme vous le savez, nous, au niveau indépendantiste, on a toujours prôné une fiscalité équitable pour la population calédonienne. Donc, on va travailler sur ce deuxième volet-là. Et puis, il n'est pas question pour nous de faire une fiscalité confiscatoire, en quelque sorte. Donc, on souhaite, par la même occasion, promouvoir un certain nombre de mesures pour venir en aide à l'économie calédonienne. Et puis, les développements récents de la crise sanitaire mondiale nous incitent à se prémunir des risques à la fois sanitaires, mais environnementaux, de travailler sur cette question, de se préparer pour l'avenir, et puis moderniser aussi notre administration fiscale. Donc c'est un plan en 4, 5, 6 volets que je vais devoir préparer au gouvernement, présenter au gouvernement collégial, avec des mesures qui sont connues. Donc, il y a les taxes à l'exportation, à l'extraction de nickel. Il y a tous ces sujets-là. Les taxes sur le sucre qui vont enfin aboutir. Oui, il est prêt. Le dossier est prêt. On va revenir présenter devant la commission fiscale au Congrès, présenter aux partenaires sociaux aussi, parce qu'il va falloir que l'on présente ce plan-là, l'ensemble des partenaires, et j'ai inclus bien entendu le monde économique, les syndicats et l'ensemble des groupes au Congrès, bien entendu. La modification des taux de la TGC, ça aussi, ça devait être fait par le 16e gouvernement qui n'a pas abouti le dossier. Vous l'avez récupéré ? Qu'est-ce que vous allez... Quelles sont les pistes que vous gardez les mêmes que celles du 16e ? Mais puisque vous posez la question, Elisabeth, vous allez avoir la primeur des choix qui ont été faits à mon niveau, parce que on a beaucoup parlé de la TGC.
Je rappelle que cette taxe-là est venue supprimer 4 taxes à l'époque, et on s'est dit, il faut surtout qu'on maintienne le rendement de cette taxe-là. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est... Et il manquait 8 milliards à peu près. Voilà, donc il faut qu'on arrive à un rendement annuel de l'ordre de 50 à 51 milliards de francs. Donc c'est l'objectif, mais c'est aussi et surtout la simplification de la TGC. Donc j'ai donné les instructions claires au niveau de la DSF pour que nous préparions ce sujet avec le bureau d'études que nous accompagne, à savoir Monsieur Beauvalet, pour proposer 3 taxes pour la future, pour 3 taux. Trois taux pour la TGC. Voilà. Un taux normal, un taux intermédiaire, un taux réduit. Et l'idée, c'est de simplifier cette taxe-là et puis surtout de surveiller cette question de rendement. Et ça va aboutir assez vite ou... Les propositions seront faites avant le 31 décembre. D'accord. Votre plan triennal, vous allez le présenter avant la déclaration de politique générale du président du gouvernement ou vous serez intégré dedans? Non, elle sera intégrée certainement pour un peu plus de cohésion au niveau du gouvernement dans le discours de politique générale. Mais nous inventons rien. Hein. Je vais résumer la situation sur la question depuis le 2011 avec une délibération fiscale qui a été prise au Congrès en passant par les accords économiques et sociaux, l'agenda social partagé, les rapports qu'on a pu entendre et lire par ailleurs, c'est tout ça que j'essaie de mettre en musique, y compris la loi de programmation fiscale que mon collègue Christopher Gizès avait préparée l'année dernière, l'année avant-dernière, je crois, c'était en 2019, sur la question. C'est tout ça qu'il suffit de mettre en musique, parce que pour moi, l'impôt ne doit pas être un sujet de... Comment dire ? Je reviens au fondement de l'impôt. Hein. L'impôt, il faut qu'il soit compris d'abord, et surtout, il faut qu'il soit librement consenti. C'est l'essence même d'une fiscalité acceptée par les concitoyens d'un pays. Il faut qu'on en comprenne pourquoi tous ces taxes, tous ces impôts sont mis en place. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de soutenir l'économie, d'un impôt équitable, d'une répartition de cet impôt-là pour venir aux plus défavorisés parmi nos gens. Et voilà, donc c'est ensemble que je compte mener ce chantier-là. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et c'est vrai que ça traîne depuis un moment. On va parler aussi un peu politique. Gilbert Thuénon, je rappelle que vous êtes le premier vice-président de l'Union calédonienne. C'est vous également qui êtes en charge de la campagne référendaire pour le 3e référendum du 12 décembre jusqu'à présent. L'UC demande le report de la 3e consultation. Pourquoi ? C'est pour des raisons de crise sanitaire ou c'est un prétexte et en fait c'est pour des raisons politiques ? Il y a de tout. Je d'abord rappeler peut-être que nous étions favorables pour 2022. Hein. C'était ça nos demandes initiales. Mais vous aviez accepté oui, à Paris, compte tenu des discussions que nous avons eues, on a fait l'effort et puis on a accepté que ce soit en décembre. Là. Mais d'abord, la 2022, pour nous, c'était parce qu'il y avait un séquençage logique, en quelque sorte. 2018, 2020, 2022. On sortait aussi d'une espèce de crise qui a secoué le terrain avec la mobilisation de l'usine du Sud et tout ça. Et puis la situation économique du pays nous incite à dire il faut d'abord préparer les éléments pour qu'ensemble on arrive en quelque sorte apaisé à cette consultation-là. Or là, ce qui s'est passé, c'est que nous aurions souhaité, nous, à l'Union calédonienne, que la décision soit partagée entre tout le monde, quoi. Et malheureusement, certains ont pris de l'avance, et puis il y a eu des annonces qui ont été faites, et puis pour ce qui nous concerne à l'UC, à partir du moment où le FNEC s'est prononcé, on est dans cette logique-là. Voilà. Donc on demande maintenant que ce référendum du 12 décembre soit reporté, et puis qu'on se donne le temps de travailler sur tous ces sujets-là pour sortir le pays à la fois de la crise sanitaire, se redonner un peu des moyens pour donner un peu plus de perspective aux Calédoniens. Et donc, mais à l'inverse, les partisans du maintien dans la France vous disent plus vite on aura tourné la page des référendums, plus vite on pourra préparer l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Le monde économique aussi a l'air de dire qu'ils n'en peuvent plus de cette incertitude sur l'avenir. Oui, mais le monde économique, on le savait, depuis la signature des accords de Nouméa, qu'il y aura trois référendums. De dire, on n'a pas inventé ce rendez-vous-là.
Non, je crois qu'on ne peut pas dire qu'on tourne la page du référendum, parce que la question de la revendication ne peut pas se tourner comme ça. Je veux dire, il faut se rappeler aussi le sens même de tout ça. C'est que c'est d'abord, on l'a mis dans notre demande auprès du ministre, c'est que la population kanak, que pour elle, c'est un rendez-vous historique, ça. Et il ne faut pas le louper. C'est un droit auquel on y tient, et puis on ne peut pas arguer de la situation économique, on ne peut pas arguer d'autres choses pour dire on va se débarrasser, comme certains l'ont dit, on va purger cette question, parce que sinon on se retrouvera toujours dans des difficultés. Ce qui est sûr, c'est que la consultation, elle a porté sur une question claire. Voilà, c'est oui ou c'est non à l'accession de notre pays à la pleine souveraineté. La question, elle est là. Elle est toujours là. Et on ne peut pas se débarrasser comme ça de cette question-là. Ça mérite qu'on y travaille encore. Et pour qu'on y travaille, il faut qu'on sorte de cette crise sanitaire majeure. Il faut qu'on commence à avoir un peu plus d'éclaircir sur la situation économique de notre pays. Or, jusqu'à présent, on n'a pas cette visibilité économique-là. Et puis, quelque part, il faut apaiser les tensions. Parce que la crise sanitaire est venue aussi raviver un certain nombre de tensions. On le voit, ne serait-ce qu'avec cette histoire de oui ou non à la vaccination, oui ou non au pass sanitaire. C'est un autre clivage que le oui ou non à l'indépendance. Hein. Mais ça rajoute de la tension à un moment où on a besoin de sérénité pour choisir, pour décider de l'avenir de notre pays. Mais c'est ce que nous mettons dans notre courrier. On interpelle l'État sur cette question-là. Nous n'avons eu de cesse à dire à l'État français, l'accord de Nouméa avait été signé avec des engagements. L'accord de Nouméa avait été signé avec des orientations claires. Et nous ramenons toujours le débat sur cette orientation-là. C'est la fameuse dernière phrase de l'accord de Nouméa. La France reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie à sa pleine émancipation. Comment aujourd'hui l'État français, l'État colonial, pour m'exprimer clairement, la puissance administrante de ce pays, comment elle appréhende ça? Parce que la succession des consultations, c'est nous qui invitons les autres à la table de la discussion pour qu'on avance ensemble. Et nous, il n'est pas question d'exclusion, on l'a déjà dit. On a passé ce stade-là. Oui, mais il faut croire à l'intelligence du pays et il faut y aller dans ce sens-là. Mais l'interpellation que nous faisons, nous ne le faisons pas à nos partenaires calédoniens. Parce que nous leur disons, vous êtes partisans de la France. Mais que la France, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Or, dans nos discussions à Paris, et c'est dans le sens du courrier que l'UC vient d'envoyer au Premier ministre, c'est que nous disons que nous voulons ensemble bâtir des lendemains plus équilibrés, plus libres en quelque sorte, entre la France et la Nouvelle-Calédonie. C'est la question de la préparation de l'après-accord de Nouméa. C'est pour ça qu'on avait souhaité cette période de transition. C'est pour ça qu'on avait dit à la France, comment tu vois tes intérêts en Nouvelle-Calédonie? C'est une période qui est prévue, quelle que soit la réponse. Si c'est le non à l'indépendance, il est quand même prévu cette période. Et justement, aujourd'hui, les non-indépendantistes vous disent, si vous reportez, plutôt que de reporter ce référendum, qui est facultatif, pourquoi ne pas faire directement un référendum sur un projet d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie? Pourquoi ne pas différer ce référendum après des discussions entre partenaires pour essayer de trouver une solution d'avenir? Nous, je l'ai toujours dit, nous à l'Union calédonienne, c'est sûr que notre objectif est clair, c'est la souveraineté de notre pays. Ça, c'est l'objectif politique majeur de l'Union calédonienne. Oui, ça dépend quand on dit ça, dépend justement du résultat du référendum et de ce que diront les Calédoniens. Mais quand on dit ça, on a toujours dit aussi que nous avons tous été pour le dialogue des Calédoniens entre eux, mais aussi ce dialogue de responsabilité avec l'État. Donc c'est le chantier qui a été ouvert à Paris le 26 mai dernier. C'est pour ça qu'on a fait ce courrier au Premier ministre. Parce que nous avons entendu des choses. Quand certains de nos adversaires disaient que le lendemain, c'est le largage, la lettre du ministre dit non, ce ne sera pas de largage. On peut regarder, comme on le dit toujours chez nous à l'UC, comment on gère nos interdépendances. C'est la question de la gestion des compétences régaliennes, l'armée, la justice, la monnaie. On peut regarder tout ça. Mais
c'est une souveraineté libre, partagée et intelligente. Parce que le temps de ce qu'on a connu, des anciennes possessions françaises qui ont été larguées, nous, on a eu l'assurance à Paris que ce ne sera pas le cas. Et c'est un ministre de la République qui l'a dit. Et c'était le sens de l'accord de Nouméa. Il n'empêche que vous avez demandé le déclenchement du 3e référendum, alors que vous auriez pu, à ce moment-là aussi, demander à discuter avec vos partenaires avant de lancer le 3e référendum. Les groupes au Congrès se sont inscrits très logiquement dans le cadre réglementaire qui est prévu par la loi organique. Voilà. C'est pas parce qu'on demande que c'est pour demain. Voilà. Donc c'était pour qu'on prépare ensemble cette consultation-là. Est-ce que vous envisageriez de retirer cette demande de référendum, comme certains vous l'ont suggéré, pour justement travailler sur un projet d'avenir pour la Calédonie? C'est pas bien de toujours donner des leçons aux indépendantistes. Hein. Je veux dire, voilà, la demande a été faite. Elle est là. On a ouvert une nouvelle période, donc, en quelque sorte, avec la crise, avec ces difficultés sanitaires, économiques. Et il faut qu'on y travaille, quoi. Donc, pour nous, les choses ne sont pas, comment dire, indissociables, quoi. Je veux dire, l'avenir de notre pays, on a parlé de réforme fiscale tout à l'heure. C'est tout ça aussi, c'est l'avenir de notre pays, ça. Sortir de la crise sanitaire, c'est aussi l'avenir de notre pays. Donc, c'est ensemble comment... Au jour le jour, nous travaillons, qu'on bâtit mieux notre avenir. Je veux dire, on parle de choses, là, qu'on aurait pu faire depuis très longtemps. La délibération dont je parlais tout à l'heure du Congrès, Elisabeth, elle date de 2011. Et cette délibération qui a été votée à l'unanimité au Congrès, elle mettait des chantiers clairs. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Ça fait... à la limite, les Calédoniens peuvent vous le demander à vous, pas vous, Gilbert Thué, non, mais les indépendantistes ont toujours été associés au pouvoir de par le gouvernement collégial. C'est la première fois depuis... Que vous êtes majoritaire au sein du gouvernement, vous y avez toujours été associé quand même. Oui, c'est la première fois. Vous ne pouvez pas dire que depuis 30 ans, vous n'avez pas participé on va pas rentrer dans... Non, mais voilà. Ça, on vous demande quand vous avez une majorité, pourquoi les choses n'ont pas avancé avant, quoi. Mais quand vous avez une majorité au gouvernement, vous avez plus de latitude à faire les choses. Et puis, voilà, le gouvernement, c'est aussi un gouvernement collégial. C'est pas parce que les indépendantistes ont la fiscalité aujourd'hui qu'on va faire les choses de manière contraignante. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une fiscalité confiscatoire, ce n'est pas une fiscalité qui est là pour abîmer les entreprises du pays, c'est une fiscalité juste, équitable, pour l'ensemble des Calédoniens. Et pour ça, il faut qu'elle soit comprise. Donc, on va travailler autrement. Et c'est un peu comme ça qu'on essaye de placer ce gouvernement ici, ce gouvernement-ci. En attendant, vous le savez, le ministre des Outre-mer est là, Sébastien Lecornu. Vous l'avez rencontré déjà ou non? Pas encore. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Notamment, alors, il est venu, dans un premier temps, il était venu préparer le référendum. C'est rajouter, bien sûr, la crise sanitaire dont il s'occupe aussi. Vous attendez une réponse sur la date? Il ne va pas forcément la donner avant son départ lundi. J'ai cru comprendre qu'il ramènera une espèce de... Et on fera rapport au Premier ministre. Je pense que l'annonce sera faite à partir de Paris, certainement. Ben, c'est sur la question du référendum, oui, c'est important. Mais c'est aussi sur... parce qu'on va rentrer quelque part en campagne électorale présidentielle, là. Donc il y a certainement aussi des messages à donner aux Calédoniens. On espère simplement que ça va pas venir, encore une fois, télescoper la question calédonienne, parce que le sujet de notre pays, elle a traversé tous les majorités présidentielles. Si le référendum est fait en décembre, ce sera avant la campagne présidentielle. Ça sera fait. Ce sera l'avantage. Ouais, la consultation sera après, je suis sûr. Et si, puisque c'est l'État qui fixe la date, encore une fois, si le référendum, la 3e consultation est maintenue au 12 décembre 2021, qu'est-ce que vous faites? Ça a été clair. Le président de l'Union calédonienne a donné l'avis de l'UC. On risque de ne pas participer. Voilà. D'appeler à la non-participation Vous croyez que les Calédoniens, ou même les gens vont comprendre? C'est vous qui le demandez? Entre-temps. Vous le voulez vraiment? Vous le demandez? On va pas refaire... Non, mais est-ce que les gens vont comprendre, ou est-ce qu'ils vont pas trouver ça complètement surréaliste, dire qu'en fait, vous avez peur d'une 3e défaite et que donc vous voulez pas y aller? Non, je crois que la question de la 3e consultation, c'est 12 décembre.
À l'heure d'aujourd'hui, personne ne sait à quel moment nous allons sortir de cette situation de crise sanitaire. Le président du gouvernement fera des annonces tout à l'heure. Vous verrez que l'allègement n'est pas au rendez-vous, que le confinement adapté va certainement durer encore un peu. Donc, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On est à 2 mois du 12 décembre. Un peu moins de 2 mois. D'autant plus que la crise actuelle a coûté encore de l'argent à notre pays. Mais c'est en dizaines de milliards. Malgré la solidarité nationale qui a aussi aidé quand même. Oui, malgré ça. Mais ça a coûté de l'argent. Donc le temps que les choses reprennent, on ne veut pas sortir d'une crise sanitaire pour rentrer dans un débat politique majeur pour notre pays. Je veux dire, la question de cette consultation, elle est autrement plus importante que des considérations économiques, des considérations... Donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça que nous on dit, le pays ne sera pas prêt à des débats sereins, ne sera pas prêt à ça. Parce que les gens, nos gens, pour le moment, les déplacements, comme plein de choses, ont été bousculés par la crise sanitaire. Depuis combien de temps nous avons perdu autant de personnes dans notre pays? Je ne sais pas l'histoire. Donc il y a tous ces sujets-là aussi qui sont là sur la table. Les gens, peut-être que nos adversaires, je ne veux pas dire ça comme ça, mais il faut mesurer la lourdeur du deuil dans nos communautés. Quand les choses ne sont pas faites en temps et en heure, quand on perd quelqu'un. Parce que ça, c'est culturel, c'est chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, nos structures sont bousculées par ça. Notre pays est bousculé par la crise. Je le répète, la situation économique du pays n'est pas très claire aujourd'hui. On est en difficulté. Il faut donner des orientations claires pour les comptes publics de notre pays. Savoir est-ce qu'on est en capacité de sortir de cette difficulté-là, y compris sur la question des comptes sociaux. Donc, pour nous, d'abord, il faut travailler ça, il faut travailler sur ces sujets-là, pour qu'on sorte de ce débat-là qu'ils nous ont pris ces derniers temps-là. Et puis, ensemble, préparons ensemble cette 3e et dernière consultation, liée à l'accord de Nouméa. Derrière ça, tout a été prévu en quelque sorte, puisqu'on dit même dans l'accord qu'il y a des choses qui peuvent être mises en route. Ben, allons-y, quoi. Et là, on a parlé d'une période de transition. Cette période de transition-là, nous l'avons validée jusqu'en 2023, là. Mais il faut savoir aussi que les institutions du pays, elles sont valables plus longuement. Elles sont valables jusqu'en 2024. Donc on a le temps pour tout ça, là. C'est ce temps qu'il faut se donner. Ah, donc nous, autant, c'est vrai qu'on l'a demandé. Mais nous, on a toujours dit aussi, laissons le temps au temps, partons ensemble. Donc c'est peut-être de ça dont il s'agit qu'il va falloir qu'on parle. Est-ce qu'on est, une fois qu'on a mis le pays dans des rails sur lesquels tout le monde se comprend, est-ce qu'on peut parler sereinement de l'avenir? C'est de ça dont il est question. On ne peut pas parler de l'avenir si on ne sait pas comment on sera bâti demain. Mais nous sommes les premiers à dire, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que nous avons été dans toutes ces gouvernements jusqu'au 16e, on n'a pas été à la manette du pays. Maintenant qu'on est à la manette du pays, nous, indépendantistes, on prétend qu'on a d'autres gouvernances à mettre en œuvre, et on pense qu'on a d'autres voies à proposer aux Calédoniens pour sortir de ces difficultés-là. On verra donc quelle est la date que décidera le représentant de l'État, que représentera l'État, et quelle est l'attitude que les indépendantistes adopteront en fonction de la date qui aura été fixée et choisie. Gilbert Thienon, merci d'accepter notre invitation ce midi. Merci. C'est la fin de ce magazine Transparence, magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Dans quelques instants, vous pourrez la retrouver en podcast audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Excellent après-midi à tous. Votre prochain rendez-vous d'infos, c'est à 13h.